Les objets de la soirée. Donc, on fait un exercice d'architecture hexagonale. Donc, l'objectif, c'est, on a une application qui est toute couplée. Et l'objectif, du coup, c'est de les découpler. Donc, on a 4 petites missions qui sont, du coup, sur le repo. Donc, la première, c'est d'extraire, en fait, la logique métier. On veut isoler la logique métier. C'est ça l'objectif de l'architecture hexagonale. Des détails d'implémentation. Les détails d'implémentation, ça va être quoi? Ça va être la technologie qu'on utilise pour stocker, par exemple, les données. Ça va être le framework HTTP. Dans notre cas, là, on utilise Express.js. Donc, l'idée, c'est vraiment de découpler ça de la logique métier. Deuxième mission, ça va être de vous montrer, une fois que l'application est découplée, ce que ça nous permet de faire. Donc, on va créer, en fait, un deuxième système de persistance qui sera plus basé sur PostgreSQL, qui sera basé sur juste un stockage en mémoire. La troisième mission, ce sera d'ajouter une règle métier, donc pour montrer comment cette logique métier, elle peut vivre en fait indépendamment du reste, comment on peut la tester indépendamment du reste. Puis la dernière, ça va être de créer une deuxième application qui utilise le framework Fastify et qui va réutiliser cette logique métier et ce système de persistance. Donc voilà un peu pour les objectifs. Je ne sais pas si on va avoir le temps d'aller jusqu'au bout, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps de faire la mission 4. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse au moins vous montrer ce que ça donne d'avoir une application découplée, d'avoir une logique métier indépendante et de pouvoir créer en fait un deuxième système de stockage. Donc le tout, c'est de travailler en TDD. Hein, l'idée, vraiment avoir une approche pragmatique, c'est de se dire voilà comment on traite une application legacy comme ça qui est toute couplée. Donc on va, première étape, déjà, c'est de créer un test end-to-end qui va nous permettre de valider, de verrouiller en fait le comportement existant avant du coup de nous lancer dans le refactor. Ça c'est du runtime, ça reste, ça reste. Ça c'est pas du runtime. Hop. Voilà. Je vais créer une fonction que je vais appeler l'application. Pardon d'avance pour mon clavier mécanique qui fait du bruit. Cette application, elle va prendre en entrée une pool PostgreSQL. Voilà. Évidemment, il n'est pas bien importé automatiquement. Voilà. Et oui, je n'ai pas fait un fichier TypeScript, n'importe quoi. C'est mieux. Voilà, donc grosso modo, on va garder juste ça. On importe PG pour l'initialisation de la base de données. On a notre port ici. Hein, pour l'instant, j'ai configuré tout ça dans un fichier .env. On va du coup générer notre application instance. Donc, on va appeler notre fonction application à laquelle on passe notre database pool. Ça, faut que je l'exporte. Et on dit que ça retourne l'instance de notre application. On va le typer en M pour qu'il soit content. Voilà, ça, on n'en a plus besoin. Il n'est pas content. Hop. Voilà. On importe ici. Alors ici, j'utilise des imports ESM. Donc c'est pour ça que je mentionne explicitement l'extension. C'est que là, sur le setup, on fait juste la transpilation. On n'a pas de web bundler. Donc voilà, c'est pour ça que ne soyez pas étonnés de voir ça comme ça. Ok, on a une application ici
du coup, on a extrait en fait ce qui est nécessaire au runtime de l'application elle-même. Et donc, cette application-là, on va pouvoir du coup la tester sur notre test end-to-end. J'ai juste oublié d'exporter un petit type pour pouvoir l'importer ici. OK. Donc, qu'est-ce qui fait ce test? Ce test, il va vérifier qu'on peut bien créer des utilisateurs sur l'application actuelle. Peut-être déjà vous montrer l'application qui tourne. Donc, l'application qui tourne, donc c'est juste une route. Hein. On va créer un nouvel utilisateur, par exemple. Voilà. On a réussi à créer un utilisateur. Ça nous a rendu son identifiant. Et on a quelques petites règles de gestion. Par exemple, si il n'est pas assez âgé, il ne peut pas rentrer. Et si on a déjà rentré la même adresse, voilà, la même, ouais, 120, c'est bien. Voilà, on a une erreur qui nous dit qu'il existe déjà. Et j'ai mis mon truc en plein écran, c'est pas ce que je voulais. Voilà. On va lancer ce test et on va voir ce que ça donne. Donc, la première chose, c'est on crée un utilisateur de mock. On appelle du coup la route. Et puis, on va vérifier que l'utilisateur il est bien présent dans la base de données. Donc, on le récupère depuis la base de données. Ça fait juste une requête SQL. Et on vérifie que on a bien une réponse 200, que l'utilisateur créé est bien celui qu'on a passé en entrée. Alors là, je montrais juste l'application en vrai. Le test écrit, il est là. Voilà, donc là, j'ai lancé le test. Le test ne passe pas parce que le body de la requête ne correspond pas. Donc là, c'est le deep strict equal qui passe pas. Si vous posez la question, là, on utilise le runner natif de Node, le test runner natif de Node, qui est disponible depuis Node 20. Donc c'est pour ça, ce n'est pas du Jest, si vous avez l'habitude d'utiliser du Jest. Donc on va simplement, hop, mettre à jour le body. Hop. Voilà. Il n'est toujours pas content. Ouais. Alors, vu que c'est un objet, en fait, ce qu'il dit là, c'est que les valeurs sont les mêmes, mais ne sont pas référence equal. C'est qu'en fait, il faut utiliser le deep strict equal pour vérifier des objets profondément. Voilà. Donc là, on a un premier test du coup qui valide cette première règle de gestion. On va juste en créer deux autres rapidement. Est-ce que Paul, tu veux t'y coller? Oui, je vais commencer ça. Oui, donc là, on a créé un user et tu veux tester les erreurs, c'est ça peut-être? C'est ça. Okay. Donc là, on veut tester en gros le cas de s'il n'est pas assez âgé et puis le cas de quand il existe déjà. Je te laisse faire celui qui n'est pas, s'il n'est pas assez âgé. Ok, ça marche. Alors, je vais copier ça. Un bon vieux copier-coller juste pour le début. Alors, je ne suis pas habitué avec cette API. Assert. Le acte, tu fais un post. Alors, il faut changer le mock. Par exemple, si on est en âge à 10 ans. Voilà. Normalement, on doit avoir une erreur. C'est ça. Donc, les erreurs, elles sont au format... Voilà, c'est un objet qui a juste une clé erreur avec un message. Ok, donc le response body, ça va être à ce niveau-là peut-être. Oui, exactement. Le status, c'était 400, c'est ça? Oui. Donc ça, à la limite, on s'en fiche, non? J'imagine. Le created user, il n'y a pas en fait finalement. Alors, on peut vérifier que l'utilisateur, il n'est pas créé. Parce que le get user from database, il retourne nul s'il n'existe pas. Ok.
Donc, à la limite, create user qui est donc undefined. Nul, nul. Nul, pardon. Et ensuite, et celui-là, donc ça doit retourner une erreur. Le response nous dit retourne une erreur, c'est ça? En principe. Parce que je sais pas comment tu as formaté les erreurs du coup. Là, attends, je vais la mettre. Il faut juste copier-coller ce qu'il y a dans l'implémentation actuelle. Ok. Ok, merci. Ok. Alors, est-ce que moi je peux lancer? Ouais. Ouais, c'est bon, je peux lancer. Yes. Ok, c'est pas. Ça passe. Alors juste parce que j'ai pas lancé avant, juste m'assurer que le test plante quand même. Vas-y. Ouais, il y a bien une erreur quand je change le message. Tu peux peut-être le renommer là, le test aussi, puisqu'il a le même nom que l'autre. Ouais, tout à fait. Alors, je note. Voilà. Et tu veux que je fasse le dernier test aussi, tant qu'à faire? Comme tu veux, soit tu le fais, soit je le fais. Ouais, oui, je te laisse la main. Du coup. Ok, non, très bien. Hop, on duplique celui-là. Attends, je te défollow. Hop. Du coup, on ne veut pas créer quand l'utilisateur existe déjà. Donc là, on va créer un utilisateur qui existe déjà. On va lui dire qu'il a 20 ans. Alors, j'ai déjà préparé un petit utilitaire qui s'appelle, je ne sais plus, qui s'appelle Save User in Databricks. Hop. Ouais. Alors, le deep strict equal, en fait, le deep strict equal, il permet de comparer en profondeur deux objets JavaScript directement. C'est une fonctionnalité de la librairie d'assertion de Node qui est disponible que depuis Node 20 en natif. Ça doit être dispo en 18 ou en 16 avec des flags expérimentaux. Et donc, en fait, ça permet vraiment de comparer deux objets en profondeur, vérifier qu'ils sont exactement les mêmes. Et là, en fait, pourquoi j'ai un JSON parse? C'est simplement parce que je récupère la réponse de la requête HTTP format texte et que là, en fait, mon objet d'erreur, c'est un objet JavaScript. Et du coup, je préfère comparer à des objets JavaScript plutôt que des strings, parce que du coup, avec les strings, on risque d'avoir des problèmes de formatage, de nombre d'espaces, de retour de ligne, etc. Là, en comparant du coup, des objets JavaScript, on s'assure qu'on ne se prend pas la tête avec ça. Voilà, dis-moi, Rui, si ça répond à ta question, mais du coup, voilà, c'est vraiment un outil qui est dans la bibliothèque d'assertion de Node.js. Donc, j'ai créé un utilisateur existant, je l'ai persisté en base de données. On va en créer du coup un deuxième. Je vais juste réutiliser pour que non. On va juste le dupliquer. Et on va lui dire que du coup, il a le même email que le premier. Là, j'utilise Faker, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une bibliothèque du coup pour générer des données de test dans les tests.
Donc là, il va avoir la même adresse email, mais il va y avoir un nom, un mot de passe, un âge différent du premier. Voilà. Donc là, on va vérifier que, pareil, on ne l'a pas créé et le message d'erreur qu'on doit avoir, c'est celui-ci. Donc là, vu qu'on est sur des tests end-to-end de bout en bout, c'est pour ça qu'on n'a pas pour l'instant de baby step et qu'est-ce que j'ai fait? Expected to be. Voilà, là on annule. Parce que je lui ai passé l'adresse email de quoi? J'ai l'impression que ça a réussi à créer. Ouais, ça a réussi à le créer. Pourquoi ça a réussi à le créer? C'est une bonne question, ça. Save user in database, peut-être, qui n'a pas fonctionné. Non, il prend bien l'email. Bon, c'est les aléas du direct, c'est pas très grave. L'important, de toute façon, ce qu'on voulait montrer du coup avec ça, c'était vraiment de se dire, voilà, avant de se lancer dans un refacto, on verrouille du coup le comportement existant et avant de passer à la suite. On va passer à la suite. Les deux autres tests fonctionnent de toute façon. T'as dit quoi? Oui, comme les deux autres tests fonctionnent, on peut déjà tester les deux autres comportements. Ah ben, il n'y a plus rien qui passe. Attends, hop. Je remets comme c'était. Ah bah, du coup, là, tu as l'erreur qui s'est. Ah, bon, voilà. On va rester sur ces deux-là. On va rester sur ces deux-là. Je te propose du coup, on va dire qu'on a bien fait notre travail, qu'on a des tests end-to-end qui valident le comportement existant. On va pouvoir commencer le refacto. Donc, je te propose de commencer par faire émerger du coup cette fameuse couche métier. Donc, du coup, là déjà, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui constitue la logique métier dans ce qu'on a là? Parce qu'on a de la validation via un middleware du coup de JSON Schema. On a des règles là sur l'âge. On a une règle là sur le fait que les utilisateurs existent en base ou pas. Voilà, l'idée, c'est de se dire, OK, c'est quoi la logique métier là-dedans? Quel est le détail d'implémentation? Et d'essayer de faire émerger une couche business, quoi. Alors, déjà, je dirais que le but, c'est de créer un utilisateur et que du coup, il y a une première règle métier qui dit que l'utilisateur doit avoir plus de 15 ans. Ouais. Donc, et qu'il ne doit pas exister. Deuxième règle métier, il ne doit pas exister. Alors, est-ce qu'on considère que c'est une règle métier, d'ailleurs, le fait qu'il soit unique, l'email? Bah, pour l'instant, enfin, moi je dirais que c'est une règle métier qui est aujourd'hui contrainte par l'implémentation de la base de données. Mais si demain on change justement d'implémentation, on est en mémoire et plus en base de données, on va vouloir conserver on va vouloir conserver ce fonctionnement. Ou si on est sur une base de données Mongo par exemple, on va pas avoir enfin, je ne sais pas si sur MongoDB d'ailleurs on peut faire des contraintes comme ça. Mais a priori, c'est un comportement qu'on va vouloir regarder, quel que soit le système de persistance. Donc, c'est ce qui a fait Donc, dire on va vouloir ressortir en termes de métier, dans notre code de métier. OK. Bah, on commence peut-être un premier test unitaire. Je te laisse la main, je te refollow. Hop. OK. Alors là, on est dans le index spec, donc c'est pour commencer un premier test unitaire. Qu'est-ce qu'on peut tester en premier roman? Est-ce que tu veux qu'on teste le fait qu'un utilisateur a été créé tout simplement, pour l'instant sans rien valider?
juste dire, voilà, test unitaire d'un utilisateur a été créé. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, vas-y. Ok, alors c'est parti. Alors, should save plutôt. Ou, ouais, should save user. Alors, comme c'est du code domaine, ça, pour ceux qui n'ont jamais fait d'archi-exa, ça peut paraître un peu abstrait au début. Mais vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va coder que l'intérêt, en fait. Donc c'est strict equal, ouais, c'est ça. Non, deep. Moi, je commence toujours par la fin du test, en fait. Ouais, je fais pareil. Deep strict equal. Alors, j'ai pas trop l'habitude de l'API Node, mais ok, c'est bon. On va vouloir tester qu'un utilisateur a été créé. Donc moi, on a vu du coup dans le code d'application qu'il y a un nom, un email et un NAS et un password qui sont passés en entrée. En fait, là, Ouais, alors moi je propose qu'on on l'appelle, je sais pas, genre register user. On est sur un système d'inscription d'utilisateurs. Je laisse Paul écrire le test. vous pouvez répéter s'il vous plaît? J'ai pas trop suivi. Rui suggérait qu'on écrive en fait dans le describe ce qu'on est en train de tester. Ah oui. Et du coup, moi, je Ok. suggérais un truc qui s'appellerait genre register user. On est en train de tester l'enregistrement d'un utilisateur. Ok. Ok. Bah, tu veux le taper ou? Ouais. Hop. Comment on lance un test, Romain? Alors, Avec comment notre. on lance un test? Tu as une commande qui s'appelle npm run test. Ah ok, tout simplement. Très bien. Tout simplement. Et elle Donc là, trouve il ne pas le le trouve test. pas parce qu'en fait, il s'attend à ce qu'il soit dans un niveau de sous-dossier plus profond. Alors ça, c'est un truc très con, c'est qu'avec le runner de Node, les glob patterns ne marchent pas avant Node 21. Donc là, je suis sur Node 20, c'est pour ça que le glob pattern ne marche pas. Mais du coup, je te propose qu'on crée un dossier domaine qui va Domaine, ok. avoir un dossier use case avec un premier fichier register user, donc le cas d'usage Ok. qu'on veut créer. Et je déplace ce test-là dedans. Je le renomme register user.spec. Ok. Voilà. Donc là, si on lance, ça marche. Ce qui est normal, en fait, j'ai fait 2 fois le même objet, rien de fou pour le moment. Et en fait, ce qui est intéressant derrière, c'est que du coup, je vais pouvoir en fait remonter petit à petit pour avoir un test qui a du sens du coup. Donc, ah mince, mes raccourcis ne fonctionnent pas forcément. Donc, par exemple, on peut créer une variable const regis, saved, on va dire saved user. On met. Ah, attends, je te suis plus. Hop. Voilà. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais plus dans le bon fichier du coup. Ouais. Alors, je recommence. Const saved user. Tac. Ensuite, on relance. Il n'y a pas moyen de mettre un watch mode pour les tests?
Si, probablement. Il doit y avoir une option. Bon, sinon, c'est pas trop grave. Hein. Raté. Il faudrait que je modifie le script NPM. Mais bon, ça va, il s'exécute en 60 millisecondes, ça ne devrait pas être trop problématique de la relancer à chaque fois. Ouais. Et donc, du coup, là, ce qu'on veut, c'est, on a une variable, on a un nouvel user. Donc, new user, par exemple. Hop. Et quand on va appeler... Ouais. Ah, vas-y, ouais. Quand on va faire, du coup, le register user de new user, Attends, tu le récupères d'où, lui? Donc là, le test ne va pas fonctionner parce que, évidemment, la fonction n'existe pas. Alors, est-ce que tu veux écrire le code de production, Romain? Du coup. Ok. Donc, on va faire émerger cette fonction register user. Donc, si on type cette fonction, ça va être quoi? Ça va être un truc qui prend un utilisateur en entrée. Ouais. Et ça va retourner quoi? Ça va retourner son identifiant, ça va retourner... Alors, par rapport au test, pour l'instant, on se contente juste de retourner l'entrée en sortie. Mais après, Okay. Enfin, pour l'instant, si tu veux juste passer le test au vert, tu as juste à faire ça. Je vais quand même juste, du coup, faire émerger. On a le concept d'utilisateur ici qui a été créé. Ouais. Donc, on va créer un fichier user pour simplement, du coup, rapatrier notre test, enfin, notre type, hein, pardon. Ici, qu'on va pouvoir, du coup, importer correctement là. Hop. Et pareil ici. On va exporter la fonction. Et du coup, on a dit, c'est un utilisateur qui retourne un utilisateur. Je typais en promesse, alors on va le mettre à 5. Voilà. Alors, user is not defined. Ouais, en fait, c'est parce que pour l'instant, j'ai pas fait cette notion de. C'est que tu l'as pas importé. Comment? Tu l'as pas importé. Ah, il faut l'importer déjà, ouais, exact. Hop. Alors là, il y a juste Esline qui n'est pas content parce que tu l'as préfixé avec new. On va l'appeler Ah, d'accord. Ok. Ok, très bien. Voilà. Et là, vu que j'ai, en fait, ici, là, j'ai créé une fonction d'ordre supérieur. Ouais. Donc, on va juste faire l'initialisation ici. Register user test, mais register user. C'est ça qu'on utilise ici. Voilà. Script est content. Je te laisse lancer le test. C'est asynchrone, donc c'est pour ça que ça plante. Il faut rajouter un async await. Async await. Tac.
OK. OK, c'est bon. Là, en fait, bon, là, on a fait quelque chose d'assez bête. En fait, c'est juste on retourne la valeur qu'on a mis en entrée. Mais en fait, ce qu'on veut faire dans le domaine, c'est, enfin, on veut décrire en fait le comportement métier. On veut dire en fait, c'est, on a un user, on a un nouvel utilisateur et on veut le mettre, le sauvegarder en fait. Donc, dans notre code métier, on veut représenter ça. Donc, du coup, par contre, ce qui se passe, c'est que on veut, comme on a une architecture hexagonale, on veut que notre code d'infrastructure soit en dehors du code domaine. Pour ça, on va devoir faire de l'inversion de dépendance. Ça veut dire que du coup, au lieu d'utiliser le vrai code d'implémentation, on va utiliser une abstraction pour représenter justement ce qui va se passer au niveau code infrastructure. Donc là, tu veux créer une abstraction de notre logique de persistance. C'est ça. Donc en fait, ici, dans notre code, là, à ce niveau-là, en fait, on a créé une instance de register user. Et au moment où on crée l'instance, c'est là où on va passer notre dépendance, en fait. Donc ça, on peut déjà le représenter dans le test. Donc par exemple, on va créer un stub. Donc un stub qui va faire en fait quelque chose d'assez bête. Donc le stub, on peut l'appeler par exemple save in database ou send in memory, par exemple. Ça va être une fonction qui prend le user en entrée et qui va retourner notre user, tout simplement. Le user en minuscule. Cette fonction-là, on va la mettre pardon, c'est ça. Save memory, on va le mettre du coup en dépendance au moment d'instancier la fonction. Et derrière, en fait, ce qu'on va tester, pardon, je me suis trompé, c'est que du coup, en fait, le saved user, voilà, c'est ça. C'est ici qu'on va setter le saved user. Donc, il faut d'abord le mettre. Tout simplement, on peut dire qu'il est indéfini au départ. Alors, c'est pas con, ça va être let saved user indéfini. Ici, en fait, du coup, on va aller setter le saved user. Là, du coup, notre test va plus passer forcément. Et donc, du coup, Romain, il va falloir que tu corriges le code côté production pour que ça puisse intégrer notre dépendance, en fait. OK. Alors, du coup, on va faire émerger du coup cette dépendance dans le domaine. Donc là, on a un nouveau concept de persistance. Je vais créer un users repository. Et on va dire qu'on va avoir une fonction save user qui prend un utilisateur en entrée et qui retourne. Ça retourne quoi pour l'instant? Ça retourne rien. Ouais, rien. Ça retourne rien. Alors pourquoi du coup j'ai fait un type, c'est que du coup avec ce type, je vais pouvoir l'utiliser en fait du coup pour l'injecter dans mon instance de register user. Dis-vous que là on utilise des fonctions, mais ce serait exactement la même chose avec une classe. L'équivalent en fait, donc ça c'est une fonction d'ordre supérieur, c'est un concept emprunté à la programmation fonctionnelle. L'équivalent en fait de ça avec une classe, ça serait d'utiliser une classe avec un constructeur. Et donc là en fait, l'injection dans le constructeur ici.
Donc, on va appeler notre fonction saveUser qui nous vient de notre repository. Le test, c'est quoi? Je sais pas pourquoi. Ah oui, d'accord, faut typer, c'est pour ça, d'accord. Là, il nous dit aujourd'hui, on a undefined qui correspond à l'objet. Donc en gros, c'est que aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas passé par ce save in memory. Et donc là, Voilà. on va lui dire, hop, comme ça. Tu peux changer le retourne du coup aussi. Ok. Donc là, le test passe. Le test passe. Voilà. Et donc du coup, bah, on a fait déjà notre premier test. C'est-à-dire qu'on a mis, si on revient sur le code de production, on voit bien qu'en gros, on a une fonction. Non, je pensais au code que tu viens d'écrire en fait. Hop, use case. Ouais. Donc là, on a bien une fonction qui retourne une autre fonction qui permet en fait du coup de mettre en avant qu'en gros, quand on appelle cette fonction-là, on prend un user et on appelle une interface, enfin, on appelle une autre fonction qui s'appelle SaveUser et qui en fait qui représente l'action d'aller sauvegarder soit en mémoire, soit en base de données, etc. Voilà. Et du coup, l'avantage d'avoir extrait cette logique-là dans un domaine à part, c'est que du coup, et d'avoir du coup fait de l'inversion de dépendance ici, c'est que du coup, en fait, on n'a plus à se préoccuper de savoir comment c'est persisté. C'est juste que voilà, on a besoin d'appeler ce truc-là à partir du moment où l'implémentation suit le contrat qu'on a défini ici. On sait qu'on est bon. Donc pour enchaîner, on va créer un deuxième test. On veut que ça retourne une erreur si l'âge de notre utilisateur, si je reprends le code existant, donc ça retourne une erreur si l'âge est inférieur à 15. Donc on va écrire un test should return an error if user is too young. Donc là, on va créer un utilisateur qui a 10 ans. On l'appelle et qu'est-ce que tu veux qu'on retourne, Paul, pour une erreur? Moi, un truc que j'aime bien faire, c'est pour les cas d'erreur, c'est d'utiliser un enum. Et dire voilà, les erreurs possibles de ce cas d'usage register user vont être listées ici. Donc là, par exemple, on peut avoir une erreur, user is too young, l'utilisateur est trop jeune, que j'exporte. Et dans la signature de la fonction, on va dire, voilà, soit, c'est un peu l'équivalent d'un type Either, c'est de se dire, soit on a une erreur qui vient de cet enum, soit, pour l'instant, on retourne rien. Très bien. Voilà. Donc, ici, si l'utilisateur il est âgé de 10 ans, je veux que quand j'appelle, je vais structurer un peu le test. Là, on est sur la partie range. Là, on est sur la partie act. Et là, on est sur la partie set.
Donc, je veux que le résultat de ma fonction, C'est ça. Ouais. on répète du coup avec un utilisateur trop petit, je veux que le résultat de la fonction, ce soit erreur. Je ne sais plus. Register user error. Je ne peux plus me les importer tout seul. User is to voilà, je peux lui remettre ça. Tu es obligé de mettre une fonction. Bon. Ah. Si je lance le test, Ça passe pas. ça passe pas. Parce qu'il s'attend du coup à recevoir un chiffre. Ce qu'il faut voir, c'est que un enum comme ça, c'est un enum d'entier. Par défaut, on voit ici, par défaut, en fait, la première erreur, c'est la valeur 0, la suivante 1, 2, 3, etc. Donc là, le test, il nous dit, on s'attend à avoir 0, puis on a undefined. Tu veux implémenter ça? Vas-y, je vais faire ça. Bon, ça va, c'est pas très compliqué, je pense. Donc l'idée, c'est de checker l'âge. C'est comme ce qu'on a fait, ce qu'on a vu au tout début sur la page application. Donc si c'est inférieur à 15, on va retourner register user errors. Voilà. Et un truc que j'aime bien, moi, avec les enums comme ça, c'est à quel point, en fait, c'est clair, en fait, dans la logique métier. On me dit, voilà, je retourne l'erreur, user is too young. Je suis pas en train de créer une structure complexe, je suis pas en train d'instancier quoi que ce soit. Je trouve ça hyper lisible. Bon, après, on peut bien sûr matérialiser l'erreur comme on veut d'un point de vue métier. Moi, j'aime bien les études. Il y a plein d'autres façons de faire. C'est juste une préférence personnelle. Du coup, si on relance le test, c'est bon, ça passe. Là, on a créé du code dans le domaine. Maintenant, on n'a pas encore implémenté la partie qui va permettre de connecter ce code domaine à notre implémentation réelle, en fait, qui est pour l'instant une base, Express avec une base de données PLSQL. Donc peut-être partir sur cette partie-là, Romain, si je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Du coup, là, on a ce contrat-là de Users Repository. Du coup, on peut essayer de créer une implémentation pour ce repository avec PostgreSQL. Donc, je crée un dossier que j'appelle infrastructure. Alors, pourquoi infrastructure? C'est un peu la terminologie, justement, issue de l'architecture hexagonale. Alors, je ne sais plus si c'est l'auteur initial qui employait ces termes ou d'autres, parce qu'en fait, il y a eu plein de littérature là-dessus. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dossier infrastructure, il va contenir tous les détails d'implémentation interne et technique. Donc là, on va créer un PostgreSQL Users Repository. Donc là, en gros, on va créer du coup c'est ce qu'on appelle un adapteur, donc une version de notre user repository qui utilise PostgreSQL. Et comme on aime bien faire du PDD, on va toujours partir dans le test. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Un PostgreSQL User Repository. Et quelle fonction de... On n'a pas oublié comme d'habitude. Il faut tout faire tourner ici. Voilà.
Qu'est-ce qu'on veut tester du coup dans ce user repository? C'est la fonction save user. Donc on va faire un describe pour une fonction save user. Donc, je commence toujours avec mes 3 petits commentaires que j'aime bien. Comme tout à l'heure, on va commencer par l'insertion. En gros, quel type de test on va faire ici? On pourrait avoir une approche mockiste et de se dire, voilà, je vais tout moquer, je vais moquer ma base de données avec PostgreSQL. Je ne suis pas très fan de cette approche. En règle générale, ça ne fait pas beaucoup de sens. On va plutôt tester, en fait la lib, l'implémentation de la lib plus qu'autre chose. Donc là, en fait, je propose qu'on crée plutôt un test qui va s'apparenter à un test d'intégration. C'est-à-dire qu'on va vérifier qu'on arrive bien à sauvegarder quelque chose en base de données. Donc, on va faire un div equal. On va avoir un user qui va être créé et un utilisateur qu'on va passer en paramètre. On va récupérer notre utilisateur avec le même petit utilitaire que tout à l'heure, getUser from database, qui lui prend une connexion en base de données et un email. Donc je vais créer cela dit, on risque peut-être de perdre un peu de temps là-dessus. Je te propose qu'on fasse plutôt une version en mémoire, comme ça on ne s'emmerdera pas avec la base de données. Ah, ouais, ce que j'ai envie de te dire, c'est à la limite, comme on a les tests end-to-end, on n'est peut-être pas obligé de faire le test d'intégration. On peut vérifier notre implémentation grâce au test end-to-end, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Ça marche. Ça, tu veux dire que tu ne veux pas faire de test ici? c'est sûr que non, ça serait mieux, mais pour histoire de gagner un peu de temps et montrer que, voilà, histoire d'avoir toute la chaîne, quoi. Ça marche. Ok. Pouvoir extraire du code de application TS. Donc là, en gros, on a cette fonction save-user où on va essayer d'implémenter du coup notre contrat qu'on a défini dans le domaine. Qu'est-ce qu'on a du coup en entrée? On va avoir la database. Ici, un utilisateur. Hop. Et en gros, du coup, on va extraire du code initial, la partie requête, qu'on avait ici. Voilà. Alors du coup, donc en fait, on va juste rien retourner. On va simplement, du coup, faire un truc comme ça. La seule chose en fait qu'on veut savoir, c'est si on a fait l'opération finalement d'insertion ou pas. Et en gros, pouvoir dire en fait à notre cas d'usage, bah, l'utilisateur existe déjà ou l'utilisateur n'existe pas. Okay. Donc on peut juste simplement faire ça avec une string, je te propose.
un truc genre user list, user saved. Si on est dans le cas où on essaie de sauvegarder un utilisateur qui existe déjà, on retourne cette chaîne de caractères, et sinon, on retourne celle-ci. Là, pour savoir, en fait, sur une requête comme ça, si on a fait quelque chose, on va avoir un raw count qui va contenir en fait le nombre de lignes modifiées. Donc, si a priori on a un nombre de lignes modifié à 0, c'est que on est rentré en fait dans la condition de conflit et on n'a rien fait. Je vais supprimer ça. Et donc dans ce cas-là, on retourne user exist. Et sinon, on retourne user save. Donc là, on a un premier adapteur du coup de cette fonction de persistance du coup avec PostgreSQL. Est-ce que du coup tu veux t'attaquer à la couche application? Ouais. Donc là, l'implémentation pure, c'est ça? Comment? Le fait d'implémenter dans le fichier application TS, c'est ça? C'est ça. En fait, là, on a extrait du coup une logique métier avec du coup un cas d'usage register user qui a du coup un modèle user. On a du coup extrait dans la couche infrastructure l'implémentation de la persistance. Dès maintenant, ce serait d'extraire du coup la partie HTTP, la partie avec Express, pour en gros en fait isoler les deux parties. Et je pense qu'on pourra conclure là-dessus. On pourra conclure sur ça. Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu me follow là? Hop, c'est bon. Ok. Donc déjà, je vais. Alors, si je reviens ici, c'est save user. Et si je reviens dans le code métier, on était sur du. Ok, register user, il est exporté, c'est bon. Donc, si je fais un register user implémentation et que je fais du coup. Là, c'est là où en fait on va injecter notre adaptateur. Donc, register user et c'est save user, c'est ça. Ouais. Ah, il ne l'a pas. Register user. Attends, Okay. je crois que. Si, c'est save user. Ouais, ok, c'est bon. Ici, voilà, donc on a bien notre register user implémentation. Et du coup, à la place de alors ça, on n'en a plus besoin, parce que c'est déjà dans notre code métier. Et tout ça, là, on n'en a plus besoin. Ah, si, ok, ouais, c'est ça qu'on n'a plus besoin. Donc. Attends, parce que je te suis plus, il ne marche pas très bien. Ah, pardon. Donc, ce que je disais, j'ai créé ça pour faire la réelle implémentation de register user avec l'adapteur que Romain vient d'écrire. Ici, je vais utiliser justement cette implémentation-là. Voilà. Du coup, je vais passer mon user à l'intérieur. Ça veut dire que result, il va soit être de type register user errors. Ah, on a oublié un truc, c'est que tu sais ton histoire de ici là, tu fais user exist ou user save, mais je crois que dans register user, on a typé void en fait. Donc à la limite, ça on doit le changer de le type, non, Romain? Ouais, mais ça ne change pas le. En fait, c'est juste que là, ici, en fait, on n'a pas fait la suite
de l'implémentation. Ah oui, fallait faire Ok, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'en passe ou... Ouais, bah là, de toute façon, on arrive au bout. Alors, désolé, Ok. du coup, c'est un peu décousu, mais Ouais. bon, c'est la première fois qu'on faisait le truc, on a un peu mal estimé le temps. Mais voilà, là, ce qu'on veut vous montrer, en fait, c'est comment, du coup, on utilise, en fait, le domaine métier dans l'application. Donc, Donc, ce qu'on peut la faire couche déjà, avec... Vas-y, vas-y. c'est si result est égal à register user error, que j'ai pas user long, là, on va pouvoir faire notre response.status. Donc, de 400. Qu'est-ce qu'on envoie comme erreur déjà? On envoie... Hop, je reprends dans le test. Hop. On voit ça. Ok, parfait. Et sinon, bah, dans le cas où... Alors, pourquoi il me met une erreur? Ah, c'est parce que j'ai oublié le wait. Voilà. Voilà. Donc, en fait, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle notre code métier. Il nous retourne une erreur ou non. S'il nous retourne l'erreur, et ben, du coup, notre serveur, il va pouvoir envoyer une erreur à son tour. Si ce n'est pas le cas, et ben, on renvoie une deuxième. C'est ça. La seule chose, c'est qu'on n'a pas pu implémenter, par manque de temps, on n'a pas pu rajouter l'erreur en cas d'utilisateur déjà existant. C'est ça. Donc c'est bon, c'est un peu brouillon, mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est que en gros, on a dissocié l'implémentation du routeur HTTP de la logique justement qui va checker, en fait, vérifier les différentes conditions qu'on veut checker. Et là, en fait, on a du coup cette logique-là qui est extraite du coup de toute logique d'implémentation. Demain, que ce save user il soit fait en PostgreSQL, en MongoDB, en mémoire ou dans un fichier, en fait, on s'en fout, ça ne change pas la logique métier. Ces fichiers ne changeront pas, la partie domaine ne changeront pas. On va simplement en fait changer la partie infrastructure. Donc là, bon, c'était dans l'une des missions, mais de créer un deuxième justement adapteur pour bien voir qu'en fait, ils sont interchangeables. Et alors, où est-ce qu'ils sont interchangeables? En fait, ça va être du coup à l'initialisation de l'implémentation ici. On va pouvoir lui passer en fait n'importe quelle implémentation à partir du moment où en fait, elle match notre type, notre interface qui est ici. Et ben on pourra l'utiliser. Et donc derrière, le jour où on a envie d'utiliser un autre framework HTTP, par exemple Fastify ou Nest.js ou ce qu'on veut, et ben en fait, on va pouvoir juste utiliser la logique du framework, donc là pour créer une route, puis ensuite appeler notre logique métier. Cette logique métier-là, du coup, va utiliser l'adapteur qu'on lui aura initialisé en début, et du coup, on n'aura pas besoin de toucher à cette partie-là. On va juste se concentrer sur la partie du coup application, le framework HTTP. On va pouvoir du coup changer sans avoir à changer tout le reste. Donc c'était un peu ça l'idée de l'exercice, c'est de vous montrer comment à partir du coup d'un fichier unique on peut dégager un peu ces couches-là. Et c'est ça le principe de l'architecture hexagonale, hein, c'est d'isoler en fait cette logique métier entre deux interfaces, une interface technique d'un côté et puis une interface métier public de l'autre. Ah, merci. Merci d'avoir assisté. Ciao!